grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Gabriele Veneziano du Collège de France ici, qui va nous parler justement du Big Bang ou Big Bounce. Alors, je vais dire 2-3 mots sur Gabriele. Gabriele, c'est on les appelait à l'époque i gattini. I gattini, il y avait un physicien italien très connu, Raoul Gatto, qui avait une école de physique très célèbre à Florence, et donc tous ses élèves s'appelaient i gattini. Donc Gabriele était un des plus célèbres des gattini. Donc c'est quelqu'un qui a fait donc ses études avec Gatto. Et ça, c'était dans les années 60. Et après, lorsqu'il était comme postdoc, il a fait un de ses premiers travaux, en fait. C'était un coup d'essai, mais c'était rarement un coup d'essai, était un tel coup de maître, parce que c'était le célèbre modèle de Veneziano, dont il avait proposé une formule très très simple, qui vraiment tient à non pas une ligne, un dixième de ligne, vraiment. C'est un rapport de fonction gamma, en fait. Si vous regardez, bon, il y a des fonctions gamma. Et donc, ça, c'était un modèle au début, c'était pour décrire la diffusion de maisons, mais en fait, très vite, on s'est aperçu que c'était extrêmement profond, et c'est devenu vraiment la pierre de voûte de tout l'édifice qui a donné naissance à la théorie des cordes. Tout ça s'est basé sur ce modèle de Veneziano. Alors depuis, évidemment, il est resté dans l'avant-frontière de toute la recherche en physique théorique. Et depuis quelques années, il a utilisé justement cette théorie de cordes, qui est une théorie de gravitation quantique. Donc, comme on a une théorie maintenant de gravitation quantique qui est censée décrire de façon cohérente la gravitation, c'est évident qu'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est tout ce que la théorie classique décrit comme singularité, comme le Big Bang, quelle est vraiment la nature quantique de ces singularités, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Et il a fait toute une série de travaux très remarquables sur ce sujet. Et aujourd'hui, il va nous résumer toutes les idées que nous avons, les connaissances, mais aussi le manque de connaissances dans plusieurs de ces aspects ici. Donc, je donne la parole à Gabriele. Merci. Ça marche? Vous écoutez? Oui. Voilà. C'est uniquement pour l'enregistrement. Tu dois parler fort. Ah oui, d'accord. OK. Bon, j'essaie. Bon, merci pour l'invitation et merci pour être venus si nombreux. Tout le monde parle français? Comme moi, plus ou moins? D'accord. Alors, parce que le fichier est en anglais, mais donc je vais les traduire online, comme j'ai fait d'ailleurs dans mon cours au collège. Voilà, donc j'ai mis ce titre un peu provocateur. Disons, essentiellement, je vais faire quelque chose de très élémentaire. Je m'excuse tout de suite avec les collègues théoriciens de haute énergie. Je vais rester vraiment à un niveau très élémentaire, j'espère pour le reste aussi. Et bon, je vais commencer avec une discussion de comment on est arrivé au mythe du commencement du temps et comment ce commencement du temps nous pose a priori des petits problèmes dans la cosmologie et comment la soi-disant inflation arrive à résoudre ces problèmes. Bon, là, il y a certains mots, disons, dans la cosmologie standard, l'univers à peine né est trop petit, est trop grand pour son âge. Après, l'inflation va résoudre les problèmes
en produisant un univers qui est très petit, assez petit pour notre but, mais en même temps, il va créer de nouveaux problèmes et énigmes qu'on mettra à côté pour l'instant. Et après, je ouvrirai une parenthèse en décrivant la théorie des cordes, mais vraiment les minimums essentiels pour continuer mon argumentation. Et finalement, on va reprendre la cosmologie, mais à travers cette théorie. Et là, bon, je vais surtout insister sur le fait que dans la théorie des cordes, il devrait y avoir une nouvelle solution des problèmes du Big Bang. Et je vais même m'hasarder à proposer un modèle un peu spécifique qui est basé sur certaines symétries nouvelles que la théorie des cordes a par rapport aux théories précédentes. Et finalement, je pense, dulcis in fundo, la chose la plus importante, je vais discuter si effectivement tout ça relève de la science-fiction ou c'est vraiment de la physique, c'est-à-dire si on peut vraiment avoir des prédictions vérifiables de ce type de théorie. Donc, je vais essayer d'utiliser ça. Comme ça, je me déplace. Donc, les mythes du commencement du temps découlent, si vous voulez, de la relativité générale d'Einstein. Cette théorie est très bien pour décrire la gravitation dans toutes sortes de conditions. Par exemple, on a vérifié la théorie dans des systèmes isolés, comme dans les systèmes solaires. On a des prédictions qui sont vérifiées indirectement qu'il y a des ondes gravitationnelles dans l'espace. Et elle a été appliquée avec beaucoup de succès à l'histoire de l'univers, la cosmologie justement. Une propriété caractéristique de la gravitation est son caractère attractif, au contraire de la force électromagnétique qui peut être attractive ou répulsive. La force gravitationnelle est toujours attractive. On verra qu'il y a aussi des possibilités différentes, mais disons pour des corps normaux, elle est comme ça. Cette caractéristique de la gravitation est aussi responsable pour la croissance des perturbations. Donc, si on crée des petites dishomogénéités, disons, dans l'univers, la gravitation a tendance à augmenter cette dishomogénéité, c'est-à-dire des régions qui sont un peu plus denses que d'autres ont la tendance à devenir de plus en plus denses. Et donc, les structures se forment d'une façon assez naturelle. Donc, c'est bon parce qu'on observe dans l'univers beaucoup de structures sur grandes échelles. Donc, les résultats de ça, c'est qu'apparemment, il n'y a pas de raison pour douter de la relativité générale d'Einstein, même si on doit l'appliquer à des régimes pas encore explorés. Mais il y a effectivement un petit mais, parce que cette même propriété de la gravitation, la propriété d'attraction, est aussi responsable pour un phénomène qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, qui consiste à la formation des trous noirs à partir d'une masse suffisamment concentrée de matière. Et même pire, parce que les trous noirs, il y a même une évidence expérimentale aujourd'hui qu'il existe bien dans notre galaxie et dans d'autres galaxies. Mais il y a aussi la formation des singularités, c'est ce qu'on appelle des singularités. Donc en physique, en mathématiques, on appelle singularité des endroits, des instants où certaines quantités physiques deviennent infinies.
Et il y a des théorèmes généraux, en particulier de Stephen Hawking et Roger Penrose, qui nous dit que si on part avec des conditions très génériques et très innocentes, on dirait, l'évolution du système, et ça peut être une évolution vers le futur ou une évolution vers le passé, si on veut retrouver les conditions initiales, nous amène d'une façon plus ou moins automatique à des singularités. Des exemples caractéristiques sont la singularité qui se cache derrière l'horizon d'un trou noir, donc on ne peut pas la voir parce qu'il y a cet horizon dont rien échappe, mais un observateur qui tombe dans le trou noir, selon la théorie d'Einstein, il va s'écraser quelque part dans le trou noir. Et l'autre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la singularité cosmologique, c'est-à-dire cet événement, le Big Bang, qui se situe quelques dizaines de milliards d'années dans notre passé. En partant des conditions initiales de l'univers et en remontant vers le passé, on trouve qu'à un certain temps fini dans notre passé, il doit y avoir eu une singularité, donc un instant où toutes sortes de choses croient sans borne, par exemple la densité de l'univers, la température de l'univers, la courbure de l'espace-temps. Donc c'est cette inévitabilité de la singularité cosmologique qui a amené les physiciens, depuis, disons, la venue de la relativité générale, à dire qu'il y a eu effectivement un commencement du temps, simplement parce qu'on n'arrive pas à donner un sens aux solutions des équations d'Einstein au-delà de cette singularité, ou au-dessous, si on regarde de l'autre côté. Bon, maintenant, ça pourrait sembler un problème purement théorique, mais il n'est pas seulement un théorème théorique parce que l'effet que l'univers a eu une naissance en temps déterminé crée des puzzles, des énigmes dans l'univers. Et disons, un exemple le plus frappant, je pense, c'est que dans cette cosmologie standard du Big Bang, la taille de l'univers que nous observons aujourd'hui, en anglais je l'appelle our patch, cette portion de l'univers que nous regardons aujourd'hui, quand on les ramène à l'univers primordial, était trop grand par rapport à son âge. Son âge mesuré, bien sûr, à partir du commencement du temps. C'est-à-dire, c'est peut-être mieux illustré dans ces dessins-là. Là, disons, c'est l'espace horizontalement, et verticalement, je mets l'axe du temps. Donc, t égale 0, si vous voulez, le Big Bang est ici. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes ici et à ce temps-là. Alors, si on regarde, alors la courbe bleue, c'est les dimensions de l'univers que nous observons aujourd'hui, qui par définition est égale au cercle rouge que j'expliquerai dans un moment. Mais si on rapporte ce cercle bleu au temps initial, ou un petit instant, c'est ce qu'on appelle un temps de Planck, après le Big Bang, ce cercle bleu est très grand, bon, le dessin évidemment pas fait à l'échelle, par rapport au petit cercle rouge. Le cercle rouge, c'est simplement la distance parcourue par la lumière depuis le temps zéro. Et comme la lumière voyage à la vitesse constante de la lumière, disons, c'est pour ça que la distance parcourue par la lumière suit cette cône tout droit. Donc, on voit bien que si l'expansion de l'univers a cette évolution-là,
c'est-à-dire est d'abord très rapide et après toujours plus lente, on obtient cette espèce de verre, hein, concave comme ça. Et si on prend les dimensions de l'univers en tant quelconque après le Big Bang, on trouve qu'il est plus grand que les petits cercles rouges. Les petits cercles rouges représentent aussi la distance maximale à travers laquelle on peut avoir des processus d'homogénéisation de l'univers. Parce que la vitesse de la lumière est la vitesse maximale, selon la théorie de la relativité. Donc on ne peut pas avoir des connexions, des causalités entre différentes parties de cet univers primordial. Si oui. On a le droit de vous interrompre, et j'aime bien. Moi, je suis d'accord, disons, après, je ne sais pas si je peux rester dans l'air. Au point précédent, il y a quand même quelque chose de très intriguant pour l'ignorant, qui est que la vitesse d'expansion de l'univers est supérieure à la vitesse de la lumière. Ouais. Alors, ça n'a pas l'air de vous choquer? Non, non, c'est une bonne question. Vous, mais... la réponse est un peu subtile, mais c'est vrai que la distance avec laquelle des différents points de l'univers se séparent dépasse la vitesse de la lumière. Et pourtant, ce n'est pas une violation de la relativité, ni spéciale, ni générale. Mais disons, mais c'est un fait qu'effectivement, si on regarde ici, la vitesse est plus grande. Donc si on regarde vraiment les équations, on trouve que le rapport entre ces rayons rouges et les rayons bleus est 10 à la puissance 30, au moins 30, hein, ça dépend du rapport. Donc, si on prend la puissance 3 de cette légère pour trouver les volumes, ça veut dire que l'univers initial consistait d'un nombre énorme, 10 à la puissance 90, des régions qui sont déconnectées du point de vue de la causalité. On ne peut pas s'attendre à avoir un univers homogène à l'intérieur de notre patch, notre région. Mais, par contre, c'est ce qu'on observe, par exemple, quand on observe les fonds de radiation fossile, il est très homogène, il ne dépend pas de la direction du ciel où on le regarde. Bon, il y a des petites dishomogénéités, mais sont au niveau d'une part sur 100 000. Et disons ça, reste un mystère dans la cosmologie standard. Donc, pour résumer, si on accepte que l'univers a eu un commencement, alors il semble qu'il y a une seule façon de résoudre ce problème, mis à part de mettre les choses à la main, hein, de donner des conditions initiales très très particulières, sans aucune explication. Et la solution, c'est de faire si que l'univers primordial soit beaucoup plus petit. Comme il est très jeune, quand il est très jeune, il doit être très petit, il ne peut pas avoir la taille qu'on disait tout à l'heure. Donc, et ça, c'est exactement la solution choisie par les modèles d'inflation standard qui est là depuis les années 80. Pour vous montrer comment la théorie de l'inflation va résoudre ce problème-là, c'est très simple. Au lieu d'avoir mon verre comme ça, disons, j'y rajoute cette partie où la courbe bleue, que c'est, je le répète, la taille de l'univers à chaque instant, est du type convexe, c'est-à-dire c'est une expansion accélérée, d'abord lente et après rapide. Typiquement une expansion exponentielle. Donc on voit bien, juste en faisant les petits dessins, que c'est très facile maintenant de faire si que le cercle bleu soit à l'intérieur du cercle rouge, au contraire de ce que c'est le cas ici. Donc dans cette partie de l'histoire de l'univers, dans cette phase de l'histoire de l'univers, c'est très facile d'homogénéiser cette petite truc dans l'univers qui, aujourd'hui,
est l'univers que nous observons, et donc il n'y a plus un mystère d'homogénéité. En effet, moi, là, je dessinais quand même un début du temps, mais pour être plus précis, les modèles de l'inflation ne prennent pas vraiment une position nette sur le Big Bang. Tout ce qu'il faut admettre, c'est que disons, c'est ce qui précède cette période d'inflation doit être d'une telle façon que les conditions initiales soient remplies pour démarrer l'inflation. Une fois que l'inflation démarre, ces conditions sont satisfaites de mieux en mieux et donc elle procède. Bon, là j'ai mis une phrase un peu plus technique, c'est ce qu'il faut pour avoir ce démarrage de l'inflation. Ce n'est pas tout à fait banal, mais disons, on peut s'imaginer qu'au moins dans une certaine région de l'espace, ces conditions-là ont eu lieu et donc l'inflation a démarré. Bon, il y a des bonnes nouvelles dans l'inflation. Les bonnes nouvelles sont qu'une fois que ces conditions initiales sont satisfaites, l'inflation lave, si on peut dire en français, tous les détails des conditions initiales et donc elle fait des prédictions assez précises, mais quand je dis assez précises, il faut se rappeler qu'elles sont à l'intérieur d'un modèle spécifique. Donc si on dit l'inflation est générée par ce champ scalaire qui fait ça, ça et ça, donc on a des prédictions. Donc, elles sont des prédictions précises qui ne dépendent pas des détails des conditions initiales. Mais elles dépendent évidemment du modèle d'inflation qu'on est en train de considérer. En particulier, les prédictions les plus intéressantes sont que les inhomogénéités qui auraient pu être là au départ sont amenés à des échelles qui vont au-delà de notre horizon. Donc, ils ont disparu parce que l'inflation, comme il dilate toutes les longueurs d'onde. Donc, s'il y avait des dishomogénéités sur certaines échelles, l'échelle actuelle de cette dishomogénéité sont maintenant au-delà de notre horizon et donc elles sont plus visibles. Sur notre échelle, il n'y en a pas. Je vais peut-être faire un petit dessin, si je peux, ici, pour illustrer ça. Donc là, maintenant, le temps est dans cette direction horizontale. Et là, je mets, c'est ce qu'on appelle, bon, je mets deux choses. Les distances sont, les différentes échelles sont représentées par ces lignes parallèles et droites. Donc, les distances croissent avec l'expansion de l'univers. Et par contre, la ligne bleue, c'est ce qu'on appelle l'horizon de Hubble. La constante de Hubble, c'est la vitesse d'expansion de l'univers et son inverse définit une échelle de longueur. Une caractéristique de l'inflation standard, c'est que cette échelle de Hubble est pratiquement constante pendant l'inflation. Donc, à l'instant T, l'inflation démarre. On ne sait pas exactement comment, mais elle démarre. Elle dure un peu de temps, même longtemps, et après elle termine avec un processus qu'on appelle des réchauffements de l'univers. Mais la chose importante, c'est que s'il y avait à l'instant initial des fluctuations qui sont représentées par cette petite courbe verte, elles sont dilatées à des échelles énormes et comme l'échelle de notre horizon ici est représentée par cette ligne mauve, elles sont plus visibles, sont au-delà de notre horizon. Par contre, donc l'inflation élimine toutes
cette fluctuation initiale. Elle n'est pas sensible à ce qui s'est passé ici. Mais par contre, à cause de la mécanique quantique, qui est toujours présente, parce que, disons, on assume que la mécanique quantique soit valable tout le temps, il y a des fluctuations quantiques tout le temps pendant l'inflation et aussi après. Et c'est ces fluctuations quantiques qui sont amenées par l'expansion de l'univers aux échelles que nous pouvons observer. Donc, j'insiste un peu sur ce point-là, même si c'est peut-être dans les détails un peu difficile à comprendre, mais il y a une distinction essentielle entre les fluctuations initiales classiques qu'on ne peut pas prédire, parce que ce sont les conditions initiales qu'on doit donner à la main. Et ce serait terrible si nos expériences d'aujourd'hui dépendaient des conditions initiales. Mais ils ne dépendent pas, ils dépendent des fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, au contraire, sont calculables. On a une théorie très détaillée pour comprendre la nature de ces fluctuations quantiques. Et c'est ces fluctuations quantiques qui donnent origine aujourd'hui aux structures sur grande échelle de notre univers. Par exemple, une fluctuation quantique qui a eu lieu à cet instant-là, on les voit sur des échelles comparables à l'horizon actuel de l'univers. Des fluctuations quantiques produites après, par exemple à cet instant-là, peuvent correspondre à des échelles, des amas de galaxies, jusqu'à des fluctuations qui ont eu lieu juste vers la fin de l'inflation, qui peut-être aujourd'hui sont des fluctuations sur des échelles du kilomètre. Par exemple, des échelles typiques pour révéler des ondes gravitationnelles dans des interféromètres. Donc, toutes ces fluctuations sont calculables et, disons, la chose très fascinante, je trouve, de l'inflation, c'est que la mécanique quantique est responsable pour les structures de l'univers et ces fluctuations quantiques sont calculables et après c'est l'expansion de l'univers qui ramène ces fluctuations à des échelles que nous pouvons observer. Bon, là c'est une comparaison entre un modèle de l'inflation et les données de WMAP. Et bon, là, ce sont des fluctuations des températures. Là, c'est température et polarisation. Mais on voit qu'effectivement, bon, il y a un certain nombre de paramètres à disposition pour faire les fit, mais c'est de loin moins que le nombre des points de cette courbe. En particulier, il y a ces pics acoustiques qu'on commence à voir très bien. Et bon, maintenant, c'est le satellite Planck qui vient d'être lancé et va mettre encore des points sur cette courbe, réduire les erreurs et tout ça. Donc, alors, j'ai dit les bonnes nouvelles de l'inflation. Les mauvaises nouvelles sont liées aux bonnes nouvelles, comme d'habitude. C'est que, justement, à cause du fait que l'inflation élimine la dépendance des conditions initiales, élimine aussi la dépendance de ce qui se passe dans cette phase initiale. Voilà. Donc, comme tout ce qui se passe avant cet instant-là, si vous voulez, est quelque chose qui a déjà disparu au-delà de notre horizon aujourd'hui. Donc, on est seulement sensible à ce qui s'est passé d'ici jusqu'à la fin de l'inflation et bien sûr l'histoire de l'univers chaud qui suit. Alors, bon, l'autre difficulté, c'est d'insérer ce modèle inflationnaire dans un modèle standard de la physique des particules ou dans la théorie des cordes. On a trouvé que c'est très difficile d'avoir effectivement dans cette théorie un scénario inflationnaire qui marche. Il y a des solutions, mais personnellement, je les trouve très forcées, si on veut.
Alors, la question du début des temps, revenons là. Est-ce que c'est une nécessité ou c'est une mythe? C'est une nécessité si on considère la relativité générale d'Einstein comme une théorie exacte qui n'a pas de corrections à de toutes petites échelles. Parce que justement, la singularité initiale, c'est quelque chose qui se passe à des échelles très petites. Hein. C'est des rayons de courbure de l'univers qui vont vers zéro, hein, ou la courbure qui va vers l'infini. Donc là, c'est d'admettre qu'il n'y a pas de correction à la relativité générale jusqu'à une échelle égale à zéro, c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter. Et en effet, juste des petits calculs dimensionnels montrent que justement les effets quantiques deviennent d'ordre 1 par rapport au terme classique, si on veut, au plus tard aussi, si on va arrière dans le temps, quand cette échelle de Planck est atteinte. L'échelle de Planck, je l'ai dit vaguement, donc c'est une échelle qu'on obtient en combinaison la constante de Newton, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. C'est une échelle de temps et d'espace très petite, mais c'est quand même une échelle finie. 10 moins 43 secondes ou 10 moins 33 centimètres. En effet, c'est aussi possible que la relativité générale ne soit rien d'autre qu'une théorie efficace à de grandes échelles et qu'il y a une échelle d'énergie, une échelle de taille, de distance qui est beaucoup plus élevée, au plus bas en énergie, au plus grande en longueur que l'échelle de Planck. Par exemple, c'est ce qu'on s'attend à voir dans la théorie des cordes que je vais maintenant illustrer brièvement. Donc, j'ouvre cette parenthèse parce que j'assume que la majorité de vous n'a pas été exposée suffisamment à la théorie des cordes, mais je vais me limiter à des choses très simples, disons un petit peu à l'essentiel pour le séminaire d'aujourd'hui. Donc, la théorie des cordes se base sur un postulat, si on veut, très simple. C'est une espèce de grande unification des particules et des forces, où on dit que toutes les particules pensées aujourd'hui comme élémentaires, et là c'est un grand acte de foi, parce que on ne sait pas effectivement si les particules que nous considérons aujourd'hui comme élémentaires le sont vraiment, mais disons, faisons cette hypothèse pour l'instant, disons que toutes particules élémentaires ne sont pas comme des espèces de points sans dimension, mais sont des objets unidimensionnels qu'on appelle des cordes, et on superimpose à cette hypothèse les principes de relativité. En effet, seulement ça suffit de mettre la relativité spéciale et la mécanique quantique. Donc, si vous voulez, on regarde une petite particule élémentaire, un photon même, ou un électron, un neutrino. On le regarde avec un microscope et on découvre qu'il s'agit là d'une corde. Une corde qui peut être ouverte, c'est-à-dire avec deux extrémités, ou fermée, c'est-à-dire comme un petit anneau. Donc, si vous voulez, on prend cette hypothèse que les particules élémentaires sont des cordes, relativité restreinte, mécanique quantique, et on a un cocktail que j'appelle magique, parce qu'il y a deux conséquences très importantes du fait qu'on a mis ensemble ces trois postulats. Et après, il y en aura d'autres que je considère un peu moins fondamentales, mais sont importantes aussi. Donc, les deux choses les plus importantes sont que, justement, à cause de la mécanique quantique, les cordes ont une taille optimale qui minimise, si vous voulez, l'énergie du système.
On fera tout de suite une analogie. Cette longueur, qu'on appelle la longueur de la corde, est une combinaison de la constante de Planck, de la vitesse de la lumière et d'une quantité importante de la théorie, que c'est la tension de la corde. Combien d'énergie il faut dépenser pour augmenter la longueur. Donc, la tension de la corde, c'est une énergie par unité de longueur. On combine les trois, on obtient une longueur. C'est intéressant qu'il y a une très forte analogie avec la définition de la longueur de Planck, qui, à la place de 1 sur T, a la constante de Newton, à quelques facteurs C près. Mais disons, conceptuellement, ce sont deux choses différentes. La constante de Newton et la tension, l'inverse de la tension de la corde. C'est-à-dire que si je prends une corde classique, bon, elle vibre évidemment, mais disons, il a une dimension, une taille typique, je peux faire un changement d'échelle et, par exemple, réduire tout, la taille et les fluctuations et tout. Classiquement, j'obtiens une corde de plus et plus légère. La masse de la corde est proportionnelle à la longueur de la corde, donc classiquement, on s'attendrait que la masse décroît si je décroît la taille de la corde. Mais du point de vue de la mécanique quantique, ce n'est pas le cas. Si j'essaie de réduire la taille de la corde au-delà de cette longueur optimale, je recommence à augmenter la masse. Ce n'est pas surprenant, hein, parce que il y a une analogie avec l'atome d'hydrogène. Bon, laissons tomber la mécanique classique, on sait, elle n'explique pas la stabilité des atomes, mais vous savez bien que l'atome quantique consiste dans un noyau et des électrons. Pour l'hydrogène, c'est un proton et un électron. Et l'électron aime bien rester à une certaine distance du proton. On peut créer un état où l'électron est plus proche que 10 moins 10 mètres du proton, mais on doit dépenser de l'énergie. Dans l'état fondamental, l'électron, donc l'atome, a sa taille caractéristique. C'est encore plus proche du cas d'un oscillateur harmonique où on sait bien qu'il y a un delta X et un delta P optimal pour l'état fondamental de l'oscillateur harmonique quantique. Classiquement, l'oscillateur harmonique, il n'a pas de delta X, il est à delta X égale 0. Donc c'est très similaire, parce qu'en effet, une corde, c'est un système d'oscillateur harmonique. Donc, à cause de cet effet quantique, les cordes ont cette dimension caractéristique, et donc les interactions entre particules élémentaires, qui dans la théorie des champs ordinaires ont lieu dans un seul point de l'espace-temps, on appelle ça une interaction locale, devient une interaction qui est éparpillée sur une région de l'espace-temps. Et c'est justement ce phénomène-là qui rend la théorie moins singulier. C'est-à-dire que, justement, le fait que les interactions ont lieu sur des régions de l'espace de l'ordre LS donne un comportement très bon de la théorie dans l'ultraviolet à des petites distances, aux très grandes fréquences. En effet, la théorie quantique des cordes est finie dans l'ultraviolet. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des champs, c'est encore mieux qu'une théorie renormalisable comme l'électrodynamique quantique, où il y a des infinis, mais on arrive à les réabsorber dans la définition de certains paramètres qu'après on ne peut pas calculer, et simplement on doit prendre des données expérimentales. En principe, ça, ce n'est pas le cas pour la théorie des cordes.
Et j'aime bien aussi un petit parallèle avec la théorie des interactions électrofaibles, Glash-Weinberg-Salam, des électrofaibles, parce que là aussi, c'est l'effet des bosons intermédiaires qui fait si que l'interaction à 4 fermions des Fermi soit à nouveau éparpillée sur des distances. Donc, il y a la théorie des Glash-Weinberg-Salam est beaucoup mieux que la théorie des Fermi, justement à des petites distances. Donc, il y a une analogie là aussi. Le deuxième miracle, que c'est encore peut-être plus étonnant et certainement essentiel pour voir la théorie des cordes comme une théorie des interactions fondamentales, c'est qu'on peut avoir du moment cinétique sans avoir masse. C'est-à-dire, si on prend une corde classique, pour avoir un moment cinétique, un spin, moment cinétique, on doit avoir une certaine extension, parce que, bon, on utilise la formule classique pour les moments cinétiques, on a besoin de quelque chose qui a une taille. Mais du moment qu'une corde a une taille, elle a nécessairement une masse, parce qu'il y a ce paramètre, la tension, qui nous lie l'extension, la taille, à la masse. Mais là aussi, il y a un petit miracle quantique, c'est que la corde quantique peut avoir des unités h bar, des moments cinétiques, sans acquérir de la masse. C'est comme si elle a fait une diète, un régime magique. Donc, il y a une inégalité classique, sans ce terme-là, qui apparemment nous empêche d'avoir un moment cinétique différent de zéro sans avoir masse, mais il y a une correction. La correction diverge, c'est une des seules divergences qu'il y a dans la théorie, mais il y a une seule façon consistante de faire la régularisation qui donne un résultat négatif de cette somme, et donc il nous amène à la possibilité d'avoir masse nulle et moment cinétique entre 0 et 2 dans une unité de Planck. Donc, ça, entre parenthèses, c'était le fait qu'il y a cette particule avec spin et à masse nulle fut une des raisons pour abandonner la vieille théorie des cordes pour les interactions fortes, dont faisait allusion Jean, en faveur de la chromodynamique quantique. Donc, j'ai fait ces remarques-là parce que je pense que c'est important de souligner, vu toute la presse qui dit que la théorie des cordes n'est pas falsifiable, que ce n'est pas difficile de falsifier la théorie des cordes, comme l'ancienne théorie des cordes. Si on pouvait démontrer, par exemple, qu'une certaine particule à masse nulle de la théorie des cordes et effectivement reste vraiment à masse nulle quand on fait des corrections quantiques au spectre, que ça c'est évalué au niveau plus bas, à constant de couplage nul, s'il reste à masse nulle, pratiquement on peut dire que la théorie a été falsifiée. C'est-à-dire on ne connaît pas, disons, il n'y a aucune évidence, au contraire, qu'il existe cette particule à masse nulle et spin zéro en nature. Donc, je continue. Je dois utiliser ça, c'est mieux. Ouais. OK. Alors, maintenant, je pense que vous avez compris, avec les deux ingrédients, on a des cordes 10 dimensions finies, qui peut être fermées ou ouvertes, et qui peut avoir du moment cinétique sans avoir masse. Et ça, c'est fantastique parce que on connaît des particules à masse nulle et moment cinétique 1, spin 1, c'est les photons et les autres bosons de jauge qui sont responsables pour les interactions non gravitationnelles. Et par contre, une particule à masse nulle et spin 2,
c'est le graviton qui est responsable des interactions gravitationnelles. Malheureusement, il y a aussi spin zéro, et ça, on doit faire attention parce que s'il est vraiment là, ça peut être un killer de la théorie. Bon, après, il y a encore des miracles, il y en a beaucoup, et je mentionne encore 3 d'entre eux. Un, c'est un peu embarrassant, c'est déjà un miracle qu'on ne remet pas, dont on n'avait pas besoin, c'est-à-dire qu'à nouveau au niveau quantique, pas au niveau classique, au niveau quantique, le corps peut bouger, mais pas dans un espace minkowskien à 4 dimensions, 3 espaces et un temps. Pour avoir un espace type Minkowski, il faut 9 dimensions spatiales. Et donc, la corde a besoin de ces dimensions supplémentaires de l'espace, qui bien sûr doit être très compacte si on veut avoir pas de contradiction avec les expériences. Donc, la théorie des cordes a besoin de ces dimensions supplémentaires et a besoin aussi d'inventer comment les réduire à des petits cercles ou choses comme ça. Pour les experts, le fait d'avoir de toutes petites dimensions, ça ne veut pas dire que l'espace-temps est très courbé. C'est une question plus topologique que de métrique. Ça, c'est pour les experts. Alors, il y a encore une chose intéressante, c'est des nouvelles symétries. Et effectivement, on utilisera une variante de cette symétrie pour faire de la cosmologie. Mais disons, dans la forme la plus directe, cette symétrie qu'on appelle T-dualité nous dit que si je prends pour une de ces dimensions compactes un petit cercle de rayons R, RC, c'est pour compactification, la corde ne peut pas distinguer un rayon de compactification RC par rapport à un rayon de compactification L2 sur RC. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre des grands rayons de compactification et des petits rayons par rapport toujours à cette longueur fondamentale de la théorie. Il y a évidemment un point self-dual. Quand ça égale ça veut dire quand RC égale LS. Donc, les dimensions la taille de cette dimension supplémentaire a probablement tendance à se réduire, elle aussi, à cette longueur de la corde. Et après, il y a aussi cette propriété qu'il n'y a pas vraiment de paramètres libres dans la théorie. On est habitué dans la théorie des champs à avoir des paramètres à disposition, comme la constante des structures fines ou les masses des différentes particules. Bon, en principe, dans la théorie des cordes, elles sont tous liées à des champs. Et donc, on pourrait rêver que ces constantes de la nature sont déterminées d'une façon dynamique. Par exemple, la constante des structures fines ou les produits constants de Newton fois la tension de la corde sont des nombres purs et ils sont en principe fixés par l'un de ces champs scalaires qui s'appelle le dilaton ou dans les volumes de cet espace supplémentaire, des dimensions supplémentaires. Bon, et comme je l'ai déjà un peu mentionné, tous ces champs scalaires ont masse zéro au niveau de la théorie des perturbations, et s'il reste à masse zéro, je pense que la théorie est capote. S'il reste par contre avec une masse petite mais non nulle, il pourrait donner des effets très intéressants, comme des modifications de la gravitation à petite distance. Là, pour petite distance, on entend
en dessous de l'échelle du millimètre, ou un peu de dizaines de microns, centaines de microns. Il peut aussi engendrer des violations du principe d'équivalence, de l'universalité de la chute libre, ou même induire des variations des so-called constants dans l'espace ou dans le temps. Pour l'instant, il n'y a aucune évidence sur ça. Donc, si vous voulez, ce n'est pas de très bonnes nouvelles parce que découvrir un de ces effets-là aurait été très intéressant en faveur de la théorie. Bon, pour aujourd'hui, je vais me limiter plutôt à deux propriétés de la théorie que je pense sont importantes pour la cosmologie. Une, c'est la possibilité que la théorie des cordes élimine en effet la singularité du Big Bang à cause du fait qu'il y a cette longueur caractéristique qui est différente de zéro. Et l'autre, c'est l'utilisation de cette dualité pour imaginer une nouvelle cosmologie. Donc, je vais utiliser ça, je n'ai pas l'habitude. Alors, la théorie quantique des cordes, on le prouve, on le démontre tout de suite, hein, c'est assez facile, c'est bien connu, a des modifications de la relativité générale, dont des modifications au moment où la courbure de l'espace-temps, ou les rayons de courbure de l'espace-temps, devient de l'ordre de la longueur de la corde. Cette longueur de la corde pourrait être bien plus grande que la longueur de Planck. Donc, comme je disais avant, ces modifications de la relativité générale peuvent intervenir bien avant l'ère de Planck dans l'histoire de l'univers. Et on pense aussi que le fait que les cordes quantiques ont une taille minimale, optimale, donne une limite supérieure à la densité et aussi, et ça on le connaît assez bien, à la température d'un système de cordes par rapport à une température des particules normale qui peut aller jusqu'à l'infini en principe. Là, il y aurait une limite supérieure à densité de température. Alors, ça implique déjà qu'il n'y a pas place pour la singularité du Big Bang, mais la question, qu'est-ce qu'il y a à la place du Big Bang, est une question très difficile du point de vue technique aujourd'hui. Ça veut dire résoudre la théorie dans un régime où elle est particulièrement difficile à résoudre. C'est un régime de forte dépendance du temps, et ça c'est difficile déjà, et grande courbure. Donc ce sont deux choses qui rendent la théorie très difficile à analyser. Mais disons, on a des idées, et je dirais qu'il y a deux possibilités qui sortent du lot comme les plus probables. Une possibilité, c'est que, peut-être je vais l'illustrer comme le temps passe vite, que les dessins que j'avais tout au départ d'un univers qui commence avec une singularité est remplacé par une phase nouvelle qu'on ne peut pas décrire vraiment en termes d'un espace-temps, d'une métrique comme on fait en relativité générale. Elle doit être décrite par d'autres degrés de liberté qui sont donnés automatiquement par la théorie des cordes. Et, disons, l'espace-temps ordinaire émergerait de cette phase quantique et nouvelle. C'est un peu, disons, le plus proche des idées de Hawking, où on a, au lieu d'avoir une phase de cordes, on a une phase où le temps euclidien de l'espace-temps, où le temps se comporte comme une autre coordonnée spatiale. L'autre possibilité, l'autre possibilité, c'est où je travaillais moi-même avec de nombreux collaborateurs, c'est de dire qu'il y a cette phase des cordes quantiques, mais elle sert plutôt comme un pont entre deux cosmologies.
une cosmologie qu'on peut appeler pré-Big Bang ou pré-Big Bounce et post-Big Bounce. Pourquoi bounce? Parce que, disons, on peut les voir de plusieurs façons, mais ce qui est important, c'est que la température, la densité, la courbure croît dans cette phase, atteint une valeur maximale qui est donnée par la théorie des cordes, et après, il y a la phase normale où il décroît à nouveau. Donc, dans cette cosmologie-là, on voit qu'il y a beaucoup de temps pour résoudre les problèmes cosmologiques. Donc, on remplace... attendez. Bon, peut-être que je ne l'ai pas mis là. On remplace l'idée d'un univers plus petit avec l'idée d'un univers qui est plus âgé. Voilà, donc il n'y a plus les problèmes d'avoir un univers homogène. Bon, je vois que je suis allé plus lentement que prévu, peut-être à cause de la traduction de la français. Donc, je vais aller rapidement sur ça. Donc, j'avais dit qu'il y a cette dualité entre un rayon de compactification R et un rayon de compactification 1 sur R. Bon, il y a une analogue cosmologique de cette dualité où on prend les facteurs d'échelle de la cosmologie. Ça, c'est les facteurs qui donnent la distance de deux objets en fonction du temps, hein, donc si vous voulez l'échelle de l'univers. Et disons, on a des symétries du même type au niveau de cette échelle. Alors, à travers ces symétries-là, on peut penser que la phase qui précède les bangs ou les bounces, les rebondissements, soit une phase qui est symétrique par rapport à la phase où on est aujourd'hui, où on est depuis 10 milliards d'années. Et donc, cette phase-là est bien décrite par des équations classiques et tout ça, et a un caractère inflationnaire. La caractéristique principale de cette phase est que la constante de Newton, pendant cette phase, elle ne peut pas être constante comme elle est aujourd'hui, avec une très bonne approximation. Donc, si vous voulez, l'inflation est engendrée par une constante de couplage de Newton qui croît avec l'énergie. Si vous connaissez l'équation de Friedman de la cosmologie, elle relie les paramètres de Hubble à la constante de Newton et à la densité de l'univers. Alors, comment on peut avoir un univers qui croît rapidement? C'est très difficile parce que si la densité d'énergie diminue à cause de l'expansion, H diminue aussi. Mais là, disons, il y a un effet intéressant, donc c'est l'effet que la constante de Newton augmente qui compense la décroissance de la densité d'énergie et nous donne ces comportements inflationnels. Donc, je voulais dédier là les dernières 5 minutes, si je peux, à cette question de comment, effectivement, tester cette théorie. Donc, la raison pour laquelle ces nouvelles cosmologies, inflation ou la cosmologie qui vient d'illustrer peut être testée aujourd'hui, c'est que les dishomogénéités qui sont produites dans l'univers primordial, je vous ai dit que la mécanique quantique nous génère des perturbations, des fluctuations, qui sont à toutes différentes échelles. Et il y a un résultat très général, ça c'est indépendamment du scénario cosmologique qu'on a, c'est que quand une échelle, la longueur d'onde d'une perturbation
est plus grand que les rayons de Hubble, c'est-à-dire que l'inverse du paramètre de Hubble, alors cette perturbation reste figée, elle ne bouge plus, elle est comme congelée, jusqu'à l'instant où cette perturbation redevient plus petite, la longueur de cette perturbation, la longueur d'onde de cette perturbation redevient plus petite que la longueur de Hubble. Donc, vous voyez, en rouge, j'ai dessiné H-1 dans une cosmologie à rebondissement. Et j'ai dessiné, par exemple, cette échelle verte qui croît. Hein. À un certain moment, elle sort de l'horizon. Ça, c'est un jargon hein, pour dire que cette longueur d'onde devient plus grande que H-1. Et d'ici jusqu'ici, rien ne se passe. Rien d'important se passe. Donc, elle devient insensible à tous les processus microscopiques qui peuvent avoir lieu dans l'évolution de l'univers. Donc, quand on observe aujourd'hui ici, nous sommes ici et nous regardons à une certaine distance de nous, donc un phénomène à une échelle qui ici est presque celle de l'horizon, on peut remonter théoriquement, avec la théorie, à ce qui s'est passé ici, parce que c'est là que cette perturbation a été produite. Donc, c'est assez clair que, dépendamment de ce qui se passe ici, les observations ici changent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on espère de trouver une façon expérimentale de distinguer les différentes cosmologies. Et, par exemple, je donne là 2 ou 3 exemples. Disons, dans l'inflation conventionnelle, on a des perturbations de densité qui ont un spectre invariant d'échelle. Bon, on les caractérise comme ça. Il y a des perturbations du type ondes gravitationnelles qui sont aussi invariantes d'échelle. Il n'y a pas, les perturbations sont du type gaussien. Il n'y a pas beaucoup de composants d'isocourbature. Bon, là, c'est des termes un peu techniques. Une chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de perturbations du type électromagnétique. Ça, c'est lié au fait que la constante de structure fine dans l'inflation normale est prise être une constante et que l'action de Maxwell est invariante d'échelle. Donc, il y a plusieurs caractéristiques des perturbations. Si on prend la cosmologie à rebondissement, on trouve d'abord que les perturbations des courbures et des densités ont un spectre complètement différent. Vous voyez, avant, j'avais ns égale 1, ça veut dire un spectre plat, à cause des conventions. Hein. Et là, on a ns égale 4, ça veut dire un spectre qui croît avec la fréquence de la perturbation. Par contre, par exemple, les perturbations électromagnétiques sont générées parce que cette cosmologie est basée sur je vous ai dit, sur une dépendance du temps de la constante de Newton et en même temps aussi de la constante de structure fine. Et donc, on génère des champs magnétiques sur toute petite échelle qui pourraient peut-être devenir les champs magnétiques cosmiques qu'on observe aujourd'hui. Peut-être pour terminer, je vous montre un possible spectre d'ondes gravitationnelles stochastiques qui sort de cette théorie à rebondissement. Malheureusement, il y a encore 2 paramètres libres qui peuvent déformer cette courbe, donc ce n'est pas nécessairement cette courbe-là, mais ça, c'est grosso modo la figure. Donc là, c'est un spectre stochastique d'ondes gravitationnelles. Et là, c'est la puissance ou la quantité d'énergie dans l'onde gravitationnelle rapportée à la fréquence. Là, c'est les fréquences où les détecteurs LIGO et Virgo opèrent.
Et une toute dernière nouvelle, c'est que finalement, LIGO et je pense même Virgo ont obtenu une borne supérieure sur ce fond stochastique d'ondes gravitationnelles qui pour la première fois est en dessous du borne théorique due à la nucléosynthèse primordiale. Parce que s'il y a plus que ça, la ligne verte d'ondes gravitationnelles primordiales, on détruit le bon accord de la théorie de la nucléosynthèse. Donc tout le monde savait qu'on ne peut pas avoir plus que ça d'ondes gravitationnelles. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, la borne était en dessus, la borne de LIGO était en dessus. Maintenant, ils ont... Alors, vous voyez que Advanced LIGO, supposons, devrait arriver jusque-là, et LISA, disons, l'interféromètre dans l'espace, devrait explorer cette région-là. Alors, ça donne une chance, peut-être, qu'on puisse trouver ces fonds d'ondes gravitationnelles. Dans l'inflation standard, la courbe est celle-là. Donc, c'est pratiquement impossible de voir ces fonds stochastiques. Donc, j'arrête là et je résume. Il y a un mécanisme qu'on appelle le courvaton pour obtenir les fluctuations de densité qui généralement donnent aussi de la non-gaussianité. Ça, c'est une des choses que Planck va mesurer. Donc, il y a là aussi, dans les fluctuations de densité, des différences entre c'est ce que prédit la théorie de l'inflation standard et c'est ce que c'est d'autres alternatives. Et donc, ma conclusion, c'était, bon, c'était un petit résumé, mais c'est que ces cosmologies alternatives à l'inflation standard, même si, je dois dire, à fur et à mesure que le temps passe, il semblerait que les observations donnent raison à l'inflation standard, il y a quand même des prédictions assez distinctes. Donc, pour l'instant, on ne peut pas exclure ces nouveaux types de cosmologie. On espère que, par exemple, Planck, à travers des mesures plus directes, ou les interféromètres, avec la détection possible d'un fond stochastique d'ondes gravitationnelles, puissent mettre à l'épreuve ces cosmologies alternatives. Donc, ma conclusion, c'était que peut-être cette question, si le temps a eu ou non un commencement, pourrait devenir une question expérimentale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Je vais me lancer comme d'habitude. Et donc, si je vous ai bien compris, une preuve que le Big Bang est en fait un Big Bounce, ce serait premièrement de détecter un fond cosmologique d'ondes gravitationnelles, deuxièmement de regarder son spectre, de trouver un exposant qui serait 4, c'est-à-dire un spectre qui est très différent finalement de l'inflation standard. C'est bien ça. Ok, très bonne question et vous avez pratiquement raison sur toutes les conclusions. Pour être un peu plus précis, je dirais la chose suivante, que s'il y a un rebondissement et après il n'y a pas eu d'inflation, parce que je devais le souligner, mais il n'y a jamais assez de temps pour tout dire, c'est pas que ces modèles à rebondissement soient incompatibles avec l'inflation. Disons, c'est bien possible aussi qu'après ces rebondissements, on commence une ère inflationnaire. Dans ces cas-là, on peut oublier toutes ces prédictions. Parce que, à nouveau, ce sont comme des choses qui ont lié au début de l'inflation et sont perdues dans l'espace. Donc là, mais si on accepte c'est ce qu'on appelle les modèles minimaux des rebondissements, alors, effectivement, cette physique de très petites distances, elle n'est pas diluée par l'inflation et on devrait la voir. Alors,
En ce qui concerne les spectres, c'est assez solide, c'est qu'effectivement, les spectres est d'un certain type à petite longueur d'onde. Après, il y a, on espère, un joli plateau. J'ai fait un spectre comme ça. Et après, il y a un comportement typique d'un spectre thermique exponentiel de Boltzmann pour les grandes énergies. Hein. Mais disons, c'est ce qu'on attendrait voir, c'est ces genoux dans le spectre. Ça serait la chose la plus intéressante parce que c'est difficile d'aller, voilà. Donc là, on a une prédiction solide sur l'exposant. Là, on s'attend quelque chose d'un peu plat, mais disons, là, j'ai dessiné un peu au hasard. Et c'est malheureusement, c'est la région la plus difficile à calculer. Donc, mais, disons, c'est genoux peut-être, c'est où on peut avoir. Il est lié à l'existence de la longueur LS, qui est la taille des Oui, si on veut. C'est l'instant où dans la phase avant les bounces, on atteint la longueur LS. Maintenant, la distance entre ça et ça, c'est très important parce que, imaginons par un instant que j'élimine tous ces plateaux-là et je mets cette courbe-là directement ici. On peut plus rien voir parce que là, c'est à 10, 11 Hertz. Ça, c'est la fréquence typique du CMB électromagnétique. Et là, on ne peut pas avoir des expériences d'ondes gravitationnelles, je ne crois pas au moins. Donc, il faut ça. Et ça, c'est justement l'effet de cette phase des cordes quantiques qui nous donnerait parce que là, c'est une phase longue, supposons long, avec des grandes courbures. Et là, on produit beaucoup d'ondes gravitationnelles. C'est dans cette phase-là qu'on est produit. Donc, effectivement, ça serait un très bon test. Un très bon... D'autres questions? Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi ce bounce n'aurait pas d'effet observable sur le rayonnement électromagnétique de cosmologie? Sous le rayonnement, disons, pour le rayonnement électromagnétique, disons, si ta question est sur les perturbations, c'est une chose. Non, si c'est sur le background lui-même. Sur le spectre de Planck, est-ce qu'il serait modifié par ce bounce? Moi, je pense pas, parce que justement, les photons, une fois que, disons, il y a des processus, par exemple, je dis que même au niveau quantique, on produit beaucoup d'ondes électromagnétiques aussi. Bon, après, les photons interagissent. Donc, ils vont faire un spectre thermique de toute façon. Parce que, disons, on ne modifie pas dans ce scénario-là l'histoire après les bounces. Et là, disons, il y a assez d'interactions pour donner un spectre. Par contre, et ça, bon, on a discuté pendant les repas, mais disons, pour le reste, les gravitons, ou les ondes gravitationnelles qui ont produit, ils n'ont pas une chance de se thermaliser. Donc, c'est pour ça que ce spectre d'ondes gravitationnelles, il n'est pas thermique, il n'est pas Planck. Il n'est pas un spectre Planck. Les photons ont un spectre qui est assez similaire à ça, parce que ça, c'est très similaire comme pente au spectre de Planck. Mais disons, justement, pour les photons, il y a un spectre de Planck qui est parfait. Hein? C'est vraiment incroyable. Et la raison, c'est que les gravitons, les ondes gravitationnelles, ont des interactions très faibles une fois qu'on passe à travers l'époque de Planck. Donc, une fois que la courbure de l'espace, les énergies en jeu sont plus petites que l'énergie de Planck, il y a plus d'interactions pour thermaliser le spectre d'ondes gravitationnelles. Donc, effectivement, je tiens souvent à souligner ça. Les CMB, les fonds électromagnétiques, nous donnent une photographie, si vous voulez, de l'univers au moment où l'univers est devenu transparent aux photons. Bon,
c'est loin dans le passé, mais c'est quand même beaucoup tard par rapport au Big Bang lui-même, tandis que les spectres d'ondes gravitationnelles nous donneraient vraiment une information sur l'univers bien avant, vraiment à l'époque de Planck. Par contre, s'il y a l'inflation nous élimine tous ces effets-là et nous donne une information sur l'univers quand il était dans sa phase inflationnaire. Donc c'est ça que les spectres nous donnent comme information. Donc selon les modèles cosmologiques et selon les spectres qu'on regarde, on voit des moments différents dans l'histoire de l'univers. Encore une question? Je veux savoir si quand le moment angulaire de la corde est supérieur à 2, elle acquiert automatiquement une masse. Oui. Oui, oui. Pour l'instant, il semblerait être le cas. Moi, je connais aucune. Ça c'est intéressant. Ah oui. Non. Mais c'est ça. C'était un peu ça là. Je me rappelle que Ed Witten, quand il a commencé à travailler sur la théorie des cordes, il insistait beaucoup sur ces aspects-là, qu'au contraire des théories des champs, où avoir des particules à masse nulle, spin 2, est une difficulté, parce qu'on a des difficultés à faire l'inversion quantique de la relativité générale. Pour les cordes, c'est très naturel et il sort. Mais c'est vrai, il n'y a pas un spin 3 ou plus, autrement on aurait, je ne sais pas, des interactions très bizarres. Mais disons, ils sont... Ouais. Donc de 0 à 2, et avec des demi-entiers, s'il a la supersymétrie, alors il y a aussi spin 1,5 et 3,5, les gravitino, les gravitino. Ouais. C'est tout. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de remercier à nouveau l'orateur. Merci.